recevoir une gifle et un coup de poing par un gamin, je dis franchement, ça m'a... Surtout quand il m'a dit, j'aurai ta peau. Quand on va vous cracher sur le mur ou en urine, moi pour ça, j'appelle ça un manque de respect. Ça m'arrive des fois de dire, bon, mais j'abandonne. Carrément, j'abandonne. Nous, notre rôle, on fait un petit peu le social. Enfin, on fait le social, mais quand vous voyez après le retour un petit peu amer, enfin, je vous dis franchement, ça fait mal. Le fait que souvent on était en retard et tout, la moindre petite réflexion, même si c'était pas méchant, quoi, et bien de suite ça prenait une ampleur. Il y a eu souvent des gens qui ont pleuré, claqué la porte, quitté son lieu de travail. À un moment donné, c'était même très très violent. Hein. Il y a eu des choses jetées par terre, écrasées. On se croit toujours plus fort et puis on dit non, non, non. On n'écoute pas la douleur. Donc j'ai pas voulu m'arrêter parce que je savais que si je m'arrêtais là, j'allais pas pouvoir reprendre, quoi. Donc j'ai tardé, c'est vrai. Bon, j'ai résisté, j'ai serré les dents, j'ai pris beaucoup de comprimés, j'ai fait de la kiné et puis je me suis rendu compte que bon, ben voilà, j'étais pas plus forte que les autres. On avait l'impression de ne pas faire partie de la radio. On ne participe pas aux réunions, on ne savait pas ce qui allait se passer à l'antenne et on a l'impression de ne pas exister. Oui, il y a des moments où vraiment un ras-le-bol total, j'avais l'impression de ne plus y arriver, que je n'arrivais pas à donner ce que je pouvais donner, j'arrivais plus. Ok, merci, au revoir. Et la personne, parfois, hésite à en parler en se disant c'est vrai, c'est peut-être moi qui suis incompétent, on va mal me juger. C'est-à-dire qu'au travailleur social que je suis, on demande beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses, et quelquefois au-delà de ses compétences. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement de travail et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Les effets du stress ne sont pas uniquement d'ordre psychologique. Ils affectent également la santé physique, le bien-être et la productivité des personnes qui y sont soumises. Puis on a mal partout. Hein? Là-dedans, ça travaille, la cafetière explose, hein? On perd le sommeil. J'avais des moments où j'avais envie de pleurer. On n'a plus envie de rien. Hein? Parfois, je passais 2 ou 3 jours sans rien dire, quoi. C'était quand même... c'était lourd. Pour moi, c'était lourd à porter. À un moment ou à un autre, l'organisme n'a plus de ressources pour répondre au stress permanent. Donc une façon, c'est forcément, puisqu'on me fait plein de reproches, je suis bon à rien, donc je dégrade mon image par rapport à moi-même et on tombe en dépression. Pour l'instant, je ne sais plus très bien où je dois me situer, donc c'est pour ça que je viens vous voir. Effectivement, j'ai eu un cas douloureux d'un ami d'enfance qui travaillait dans un cabinet, qui a fait ce genre de maladie, qui malheureusement s'est donné la mort. La solitude du chef d'entreprise, à partir d'un certain niveau de difficulté, il est tout seul. Quand on est stressé, on fait moins attention aux gestes qu'on fait, aux tâches qu'on a à faire et tout. Du coup, ça entraîne les maladies, les petits bobos. Tout ça, ça prend une ampleur un peu plus grave que ce qui devrait en être, quoi. Quand on avait fini de travailler, souvent on quittait la pièce avec mal au dos et les poignets qui étaient fatigués, quoi. La personne qui est la plus touchée, elle a été opérée des 2 carpiens. Et une autre personne qui est arrêtée en ce moment, ça fait 13 ans qu'elle est là, elle également. Le téléphone sonnait, j'ai voulu me dépêcher pour décrocher et je suis tombée dans les escaliers et j'étais immobilisée pendant 3 mois. Quand j'ai eu cet accident de travail, étant immobilisée chez moi, je me suis dit c'est pas un hasard, parce que je pouvais plus, j'ai cru que j'allais péter un câble, j'étais énervée, j'étais stressée et l'accident est arrivé. L'évolution du travail, du marché mondial, le vieillissement de la population active, les mutations économiques, l'arrivée des nouvelles technologies et en particulier d'Internet
ont profondément fait évoluer les attentes des salariés, mais aussi leurs contraintes au travail. Le monde se rétrécit, tout s'accélère. De plus en plus de personnes ont le sentiment de mal faire leur travail et de ne plus parvenir à faire un travail de qualité. Cette évolution du travail concerne tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, y compris les TPE et les PME. On entend par risques psychosociaux la probabilité d'apparition de troubles tant individuels que collectifs ayant pour origine l'environnement professionnel. Ces troubles peuvent, s'ils ne sont pas rapidement pris en compte, s'aggraver jusqu'à devenir pathologiques. Aujourd'hui, prendre en compte le stress et plus largement les risques psychosociaux est devenu une absolue nécessité pour la santé des salariés et la performance des entreprises. En effet, les conséquences de ces risques peuvent être très lourdes pour les individus. Troubles somatiques, troubles comportementaux. Oui, comment? Ce n'est pas possible, vous l'aurez pas de suite. Vous commencez à m'énerver sérieusement. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Agnès ceci, Agnès cela, il y en a que pour Agnès. Alors si t'as autre chose derrière, on peut très bien se comporter à un adulte. Troubles psychologiques graves. Durant l'année 2007, on a eu à déplorer 2 disparitions d'entrepreneurs, donc des gens qui ont mis fin à leur jour. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que je côtoyais une de ces personnes et extérieurement, on ne voyait rien. Ces troubles, induits par le travail, peuvent évidemment avoir de graves répercussions dans la vie familiale et sociale des personnes concernées. Tu viens de m'appeler là, j'en ai eu pour un quart d'heure, ça a duré. Reste là-bas, je ne sais pas pourquoi tu rentres, tu devrais te coucher sur place. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais les conséquences sont également très lourdes pour l'entreprise, même si elles sont moins évidentes à déceler et à relier aux risques psychosociaux. Absentéisme croissant. Augmentation des inaptitudes au travail, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Incidents et conflits à gérer au quotidien entre les salariés. Agnès et Karine, vous allez vous taire, là, toutes les deux, et je vais vous donner la parole. Dégradation des relations sociales. Turnover important. Fonctionnement collectif moins performant. Ah, le dossier de Madame Lambert. Démotivation professionnelle. Bon, je sais pas, non, je sais pas où je l'ai mis, faudrait que je le cherche là. Eh ben, rappelez demain. Rendement en baisse. Baisse de la qualité. Perte de clientèle. Les coûts directs et indirects des risques psychosociaux peuvent devenir considérables pour l'entreprise. Quand on sait que la performance des entreprises repose essentiellement sur l'implication des salariés dans leur travail, la question des conditions de travail et du climat social est bien au cœur de la stratégie économique de toute entreprise. Le service ne tourne plus. Quand les personnes ne sont pas à l'aise ou que les relations entre les individus sont perturbées par quelqu'un ou par quelque chose,
le service n'est plus productif. On ne peut pas être très triste et travailler de façon concentrée le temps de travail imparti dans une journée. Et un bon climat, c'est des soucis en moins. Hein. Les enjeux de santé, de société et économiques convergent donc tous vers cette absolue nécessité de lutter activement contre les risques psychosociaux au travail. Pour lutter efficacement contre les risques psychosociaux en entreprise, il est important de passer d'une problématique des troubles médicaux et psychologiques, centrés sur l'individu, à une logique de prévention au niveau de l'entreprise, basée sur le traitement des causes collectives de ces troubles. La démarche que nous allons vous présenter a été expérimentée en Aquitaine depuis 2002. Elle part du constat que les risques psychosociaux sont le résultat de tensions mal régulées au sein d'une entreprise. Ces tensions sont impossibles à supprimer totalement puisqu'elles constituent l'activité de travail elle-même, mais on peut les réguler pour préserver à la fois la santé des salariés et les performances des entreprises. Cette démarche s'inscrit donc très clairement dans un traitement collectif des risques psychosociaux. Elle permet d'aider les entreprises à sortir de situations difficiles sans passer par des conflits longs et stériles qui se résument souvent à la recherche de coupables et de victimes. Particulièrement sur les grands chaînes. À la tour. Tour, petit bâtiment, plus sur la tour. La démarche se décompose en 5 étapes. Ça dure depuis longtemps avec cette collègue. L'approche individuelle est la plus pratiquée à ce jour. Elle consiste à prendre en charge et à accompagner sur le plan médical des personnes atteintes de troubles liés aux risques psychosociaux. J'ai personne avec qui parler. Ah oui, donc vous vous retrouvez un petit peu isolée. Et ça fait longtemps que vous êtes toute seule comme ça ? Cette approche est absolument nécessaire, mais elle n'intervient qu'une fois que les conséquences sont là et qu'elle touche concrètement et parfois gravement des individus. Cette démarche est dite curative. Pour quelqu'un qui ne va pas bien en entreprise, il y a 2 alertes. Il y a soit le collectif de travail qui signale qu'effectivement il y a une personne qui ne va pas du tout, soit il y a une personne qui est effectivement en dépression, va voir son médecin traitant qui l'arrête, et lors de la reprise ou de la pré-reprise, on finit par les avoir dans le bureau. Et puis le problème, c'est qu'on en a 1, on en a 2, on en a 3, dans à peu près la même unité de travail ou dans une unité proche, et on se dit quand même que là il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus général et qui n'est pas lié uniquement à la personne. Dans les petites entreprises c'est plus délicat, on n'attend pas souvent qu'il y ait 2-3 parce que sinon on n'aurait personne. En fait c'est en creusant lors de la visite de reprise et qu'on creuse pourquoi les gens ont craqué à ce moment-là, que l'on découvre qu'effectivement, dans l'organisation de l'entreprise, il y a peut-être quelque chose qui est favorable à ne pas être bien. Oui, allô, bonjour, votre prénom ? Pour mettre en place une démarche préventive, il est nécessaire de s'attaquer directement aux causes de ces troubles. L'approche collective consiste à identifier ce qui fait cause commune, afin de pouvoir agir au niveau de l'entreprise sur le plan collectif. Cette démarche présente un intérêt majeur, dédramatiser le débat. Il ne s'agit plus de traiter des cas particuliers de relations humaines difficiles, mais bien de déceler ce qui pose problème globalement dans l'entreprise. Dites-le maintenant. Voilà. Les points sur lesquels on peut agir pour apaiser les tensions. Voilà. Alors, changement dans les cadeaux de la semaine prochaine. La spécificité des risques psychosociaux est qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire d'un seul expert. En effet, les risques psychosociaux ont des origines complexes, relevant de compétences variées. Un groupe de travail pluridisciplinaire sera donc constitué au sein de l'entreprise afin d'engager l'action de prévention des risques psychosociaux. Il est parfois très utile, voire indispensable, de faire appel à un tiers intervenant extérieur à l'entreprise, qui
qui aura la qualité de pouvoir faire la part des choses entre le collectif et l'individuel. Mais en fait, l'enjeu dans l'intervention, c'est de passer de l'individuel au collectif, c'est-à-dire de voir si ce qui se passe... Et qui aidera l'entreprise à rester cadrée sur les causes plutôt que sur les conséquences des risques psychosociaux. En Aquitaine, l'ARACT a choisi de travailler sur les tiers intervenants en constituant une plateforme de consultants pouvant intervenir sur le thème de la prévention des risques psychosociaux. Bien entendu, le choix du tiers intervenant reste à l'entreprise. On pourra en revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui. À ce stade, le groupe de travail pluridisciplinaire doit repérer des indicateurs au sein de l'entreprise qui permettent de déceler le plus en amont possible les situations à risque. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez nous retracer un peu le fonctionnement de l'entreprise. Un découpage de l'entreprise en unités de travail est indispensable pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens et pour détecter les risques propres à chaque unité. Donc des agences, c'est des petites structures chapeautées par un responsable d'agence. Mais donc, le lien Il faut ensuite définir les indicateurs de l'entreprise les plus pertinents dans les 3 domaines suivants. Qu'est-ce qui vous a alerté ? Est-ce qu'il y a des données au niveau du fonctionnement, des ressources humaines ? Est-ce qu'il y a des plaintes ? Est-ce qu'il y a des données au niveau de la santé que vous avez relevées et sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui ? Voilà, au niveau des ressources humaines, il y a des données chiffrées, classiques et objectives. En tant que représentant, membre du CHSCT et personnel de terrain. Une fois les indicateurs choisis et repérés, il convient de les étudier pour chaque unité de travail et de s'interroger sur leur signification. Au niveau de certains vêtements aussi qui manqueraient. Mais au niveau de la communication, des fois on se sent mis un peu à l'écart. On a un niveau assez hétérogène au niveau des personnels embauchés. Ce qui laisse à penser qu'au niveau de la professionnalisation de ce métier... Il s'agit pour le groupe de travail pluridisciplinaire de poser des hypothèses sur un risque psychosocial probable, de situer les unités de travail concernées et de repérer les axes sur lesquels une analyse plus poussée devra être effectuée. Sur quel type de population il faudrait travailler en priorité ? Moi personnellement, au regard des échanges qu'on vient d'avoir, c'est ciblé sur le personnel de proximité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça semble évident. Oui, ça semble évident. Ouais. Cette étape va permettre d'établir un diagnostic des facteurs de risque et des déséquilibres à l'origine des troubles psychosociaux dans l'établissement. Pour cette étape, les acteurs internes ne possèdent pas toujours l'objectivité et le recul nécessaires pour effectuer un diagnostic objectif et complet. Il est donc préférable de s'adresser à un conseil extérieur, sachant que le groupe de travail pluridisciplinaire reste le garant de la démarche. Et puis également me parler de ce qui fonctionne bien et ce qui vous paraît fonctionner moins bien. Le psychologique des personnes et tout ça, j'étais pas... Cette étape de diagnostic consiste surtout à observer et à entendre les difficultés plus ou moins importantes évoquées par les salariés en lien avec le travail. Il y a des anciennes colonnes vides ordures qui gênent pour la sortie des containers. Ces difficultés peuvent se traduire par une perte de sens de leur travail, une remise en cause de leur identité professionnelle. Vous balayez, vous avez, ça fait que ça, passer, repasser, passer, repasser. Alors, si vous attendez à avoir vraiment la propreté, vous y arriverez jamais. Si l'étape 2 a permis de recueillir des plaintes, on s'appuiera dessus pour la recherche des facteurs de risque. Pour combien de poubelles vous faites ça ? 4 conteneurs tous les mercredis après-midi. D'accord. Voilà. Votre personnel de proximité vous fait part de certaines difficultés au quotidien ? Le rapport avec les locataires, puisqu'ils sont en première ligne. Les risques psychosociaux sont le résultat d'une combinaison de facteurs de risque, conduisant à des déséquilibres. Comprendre ces déséquilibres, les analyser, est une étape importante dans la lutte et la prévention des troubles psychosociaux dans le milieu professionnel. Ces différents déséquilibres, s'ils ne sont pas traités à temps, vont agir en cercle vicieux,
et parfois entraîner le collectif dans une spirale de dégradation qui va impacter fortement les modes de relation entre les personnes. L'analyse des facteurs de risque et des déséquilibres présents au sein d'une entreprise va permettre d'établir un diagnostic précis pour ensuite mettre en place des actions concrètes et efficaces afin d'éviter toute dégradation dangereuse. Aujourd'hui, c'est la restitution du diagnostic. L'enjeu là, au niveau de l'intervention pour moi, a été de comprendre les déséquilibres à 3 niveaux. Au niveau de la structure, au niveau du travail et au niveau des personnes. Donc du coup, les résultats du diagnostic établi à l'étape 3 doivent être repris par le groupe de travail pluridisciplinaire et un plan d'action doit être défini. Le groupe de travail pluridisciplinaire peut proposer à l'employeur d'agir à différents niveaux en fonction des facteurs de risque psychosociaux identifiés lors du diagnostic. Au niveau des moyens, du matériel et de l'environnement de travail, du système de prescription du travail, de la définition des rôles et des responsabilités de chacun, de la définition des compétences et de la formation nécessaires, au niveau du processus de recrutement et d'intégration, des parcours et des perspectives professionnelles, du mode de management et du système de reconnaissance, des modes de régulation des relations au travail, au niveau des marges de manœuvre, de l'autonomie, de la gestion des âges, au niveau de la stratégie et du projet d'entreprise. C'est l'étape la plus difficile et la plus engageante pour l'entreprise. Le groupe de travail définit les actions possibles pour lutter contre les risques psychosociaux. Mais la responsabilité d'engager les mesures de prévention incombe à l'employeur. Voilà, donc maintenant, nous avons toutes les notes de musique, il nous faut jouer la partition juste, et de bien... Or, il ne lui est pas toujours possible de tout réaliser immédiatement. C'est pourquoi l'enjeu fondamental de cette démarche pluridisciplinaire réside dans la concertation des différents acteurs, afin de définir un plan d'action efficace et surtout pérenne. Les constats sur les problèmes de TMS venaient des postures, des charges manipulées. Avant, on faisait ça. Et donc après, quand le chariot, tous les pieds étaient remplis, on faisait ça. C'est lourd à porter les pichets pleins, surtout quand on arrive avec les derniers au bout de la salle. On le sent sur les poignets, ça tire vachement, quoi. Maintenant, en fait, on les met tous sur le chariot. Et le chariot, on le range là. Comme ça, quand les clients ils arrivent, ils prennent leur pichet, ils viennent se le remplir. Et c'est eux qui se les mettent sur les tables. Il y a eu un travail qui a été fait un peu plus large au niveau de l'organisation et du relationnel à l'intérieur du restaurant. Ils nous ont fait des propositions pour pouvoir améliorer le relationnel, la communication interne, dans un objectif de renforcer les liens d'équipe et le dialogue entre les différents sous-groupes. Nous a fait prendre conscience qu'effectivement, il fallait davantage les associer au choix des matériels, au choix des produits et je dirais même au choix des tenues. On a créé un comité produit et à l'issue de ce comité, ils ont réalisé un fascicule, un catalogue produit qui recense tous les produits avec des photos, qui recense tous les produits existants et qui permet à chaque gardien, femme de ménage, agent d'entretien de commander ses produits en fonction de ce catalogue. Ici, on a eu la mise en place d'un plan incliné pour la sortie des containers, qui est quelque chose qui quand même nous facilite le travail. Soit pour la descente, pour la remontée, c'est quand même beaucoup plus facile. Tous les 3 mois, on a une réunion formelle à l'agence. Le premier temps, à peu près 2 heures, est un échange entre les personnels de proximité, tous les personnels de proximité de l'agence, les techniciens qui sont en charge de les manager, d'accord, et de les driver,
et le responsable d'agence. Donc pour les informer que la situation va assez durer. Alors il y a déjà un ordre du jour pour le préparer, il y a un compte rendu très précis sur ce qu'a dit chaque personnel, avec en face des actions et qui fait l'action. Si ces jeunes sont toujours sur la résidence, vous nous appelez à Philippe ou à moi, et c'est moi ou Philippe qui prenons contact avec le commissaire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Lors des remplacements de personnel, donc, notamment pour les congés d'été, ces personnels partent généralement de 3 semaines. Effectivement, pendant 3 semaines, leur chantier est confié à une entreprise extérieure. Donc au départ, il a été fait un état de lieu sur l'ensemble de la résidence concernant... On a la chance d'avoir une bonne entreprise sur le secteur, mais il y a toujours une différence d'appréciation sur la qualité de service. On va contrôler au niveau des containers. Pour couper court à toute polémique, on a mis en place ce qu'on appelle l'état des lieux contradictoire de remplacement de personnel. On arrive à pouvoir nettoyer ça correctement. Oui, sûrement. D'autant plus que... Au moment de la reprise, on prévoit une réunion avec l'entreprise, le contrôleur de l'entreprise, le personnel et le technicien. Et là, on voit. Il ne peut pas y avoir de polémique postérieurement à cette reprise de chantier. C'est vrai qu'on sentait chez les entrepreneurs une tension qui venait surtout de l'activité importante qu'ils avaient. Et donc on a essayé d'analyser le pourquoi, parce que tous nous disaient qu'ils en avaient marre, entre guillemets, qu'ils étaient effectivement stressés. Et donc on a essayé d'analyser cette situation. C'est pour ça qu'on a lancé, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'année dernière, une enquête où justement on a essayé d'analyser ce problème. On a défini quelles étaient les causalités majeures. Donc si on travaille sur les causalités, on doit pouvoir essayer de limiter la casse. Et ça, on a fait en sorte que justement, un certain nombre d'informations nous remontent, sans que ça pose des problèmes de confidentialité ou autre, mais on a un certain nombre de systèmes d'alerte qui, j'espère, fonctionneront. On a des modules de stage qui nous permettent de les former à la gestion de crise, par exemple. La gestion de crise avec des salariés, avec un fournisseur, avec un architecte, il faut qu'ils apprennent à gérer. Donc ça, on leur a proposé tout un panel d'éléments, en sachant qu'ils peuvent venir essayer de chercher un soutien ou un appui à un outil, ils viennent plus facilement. Ça, c'est beau qui me dit. Un des moyens, en tout cas, de soulager ces souffrances-là, ou de pallier ces souffrances, c'est, entre autres, de permettre au personnel de pouvoir développer des carrières, c'est-à-dire de pouvoir occuper des fonctions ou des postes différents au cours de sa carrière. 2 décisions très simples ont été prises. C'était d'abord d'obliger les directions à diffuser les annonces, c'est-à-dire que systématiquement les annonces pour offre d'emploi sont diffusées en interne, ce qui n'était pas le cas avant. Depuis 1 an, on fait des visites par petits groupes, là, sur une matinée ou une petite journée. Voilà, on permet au personnel des différents établissements de découvrir l'activité de l'autre établissement, l'activité de leurs collègues, etc. Ça peut être un élément qui redynamise quelqu'un, qui peut aider quelqu'un, un membre du personnel, à retrouver un intérêt à son activité. D'ailleurs, c'est le cas. Pour l'ensemble des responsables d'hébergement, quand même, il y a du positif, puisqu'il va y avoir 5 jours de formation ici à l'intérieur de l'établissement sur le management de l'équipe, comment gérer une équipe, animer une équipe et tout y quantir. Je crois beaucoup que les formations, dans le cas de la formation continue, elles doivent être collectives et elles doivent être sur le site. Ça contribue à renouveler les relations professionnelles. Merci beaucoup Eric Dreux, je rappelle que vous gagnez. En fin de compte, beaucoup de conflits ou beaucoup de difficultés dans les équipes viennent de ce qu'en fin de compte, on ne parle pas la même langue. Et c'est en ce sens que le travail à Pau a été très utile, parce qu'on est parti d'un cas individuel pour arriver à une notion de structure, de collectif et d'organisation. Alors il y a des choses qu'on a fait avant même la conclusion. Quand on a compris dans les discussions qu'il y avait des pistes qui se dégageaient, on n'a pas attendu la conclusion. Oui, allô, bonjour, votre réponse? On avait tendance à toujours les considérer comme étant celles qui ne comprenaient rien. Effectivement, elles ne comprenaient rien, puisque les pauvres, elles n'étaient pas associées aux conclusions qui les concernaient. Donc, elles ne pouvaient pas comprendre grand-chose. Maintenant, effectivement, elles ont changé, parce que comme elles sont au courant, elles ont peut-être un comportement qui a changé par rapport à l'antenne. Mais du coup, l'antenne voit on peut dialoguer. Donc, il y a un dialogue qui s'est instauré. Est-ce que vous avez reçu un mail Il y a d'abord eu l'intégration de l'équipe d'accueil à la vie de la station. C'est-à-dire que l'équipe d'accueil a été invitée régulièrement à des réunions dont les conclusions les concernaient, ce qui n'avait jamais été le cas. Qu'on donne au moins à la personne qui gagne.
Il y a eu un changement. Bon, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait, ce qui est logique. J'ai l'impression qu'on commence à être plus considéré. On nous écoute, enfin, plus ou moins, mais on sait qu'on est entendu. Aujourd'hui, moi je réfléchis beaucoup plus souvent, beaucoup plus clairement avec l'accueil. Pour moi, la première différence, c'est le regard. Je pense qu'elles ont gagné plus de respect, plus d'égard de la part de l'ensemble des collaborateurs. Depuis d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai remarqué que les chargés d'accueil avaient émis des propositions. Pour que cette démarche apporte une réelle évolution des conditions de travail dans l'entreprise sur le long terme, il est indispensable d'évaluer les actions mises en place après quelques mois de fonctionnement et de définir un système de veille active au niveau des indicateurs d'alerte définis à l'étape 1. Quand on s'habitue à poser des problèmes sur la table, ça devient aussi un peu une culture, quoi. Eh ben, voilà, chaque année, en tout cas, on peut avoir un bilan maintenant au moins tout simplement du nombre d'arrêts maladie, essayer de situer si c'est plus sur un groupe que sur un autre. Ça permet de dire aussi que pour faire une analyse, il faut avoir des données aussi un peu caractérisées. Ces données globales, c'est difficile d'en faire quelque chose. On a mis en place un recueil de données qu'on va pouvoir utiliser, qu'on utilise et puis qu'on va pouvoir continuer à utiliser. Je pense que le meilleur indicateur, c'est de regarder les gens et de leur parler. Et que ces gens-là savent qu'ils peuvent aussi vous parler. Se débrouiller tout seul, je ne sais pas, mais mettre en œuvre une surveillance de l'évolution de ça, certainement. Il y a un moment, on ne peut pas tout faire tout seul, quoi. Voilà. Donc il y a un moment, il faut dire, ok, là tiens, j'ai besoin de quelqu'un. L'objectif, une fois cette démarche mise en œuvre, est d'être capable de déceler à temps les déséquilibres, de les éliminer ou les atténuer, afin qu'ils n'engendrent plus de troubles psychosociaux. Il y a eu une loi qui a transcrit une directive européenne sur les principes généraux de prévention, qui demande notamment à l'employeur, au chef d'entreprise ou l'établissement, de prévenir les risques liés aux facteurs ambiants, notamment les risques psychosociaux. C'est dans ce document unique que l'on retrouve l'analyse des risques psychosociaux dans les aspects humains, organisationnels et quelquefois techniques. C'est pas un sujet qui vient d'emblée. Quand on travaille sur ce document unique, ce qui vient d'emblée, c'est les risques physiques dus au travail, les problèmes de dos, des chutes, il peut y avoir des chocs, etc. C'est pas quelque chose qui vient d'emblée. Or, un des risques principaux dans notre activité, c'est ce qu'on peut appeler le risque psychosocial. Ça, c'est plus difficile à cerner. Malheureusement, on voit encore très peu souvent apparaître les risques psychosociaux dans le document unique. La prévention durable, dans le domaine des risques psychosociaux, est un enjeu stratégique tant pour la préservation de la santé des personnes que pour la performance globale de l'entreprise. La méthode est excellente en ce sens que d'abord, elle associe sur l'établissement qui est concerné aussi bien la direction que les personnes directement impliquées que les représentants du personnel, c'est-à-dire toutes les parties prenantes du fonctionnement d'un établissement. Il faut que ce soit une volonté de chacun, d'échanger, d'améliorer les choses. Il ne peut pas y avoir de motivation au travail s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de confiance. Ils sont à notre écoute, ils sont présents. Et ça, c'est vrai que ça nous donne la force de continuer. Maintenant, on est vraiment soutenu avec le supérieur. Bon, il y a des fois quelques frictions, mais globalement, il n'y a plus de polémique. Je râle pas, comme je dis, je m'exprime. Au moins, ils savent ce que je pense, plutôt que de le garder. Et je crois que les personnels en sont reconnaissants. En tout cas, on le voit dans les pratiques professionnelles et dans l'état d'esprit, ça a beaucoup changé les choses. Et du fait qu'il y ait beaucoup de travaux qui ont été simplifiés, on gagne du temps. Donc on ne travaille plus dans l'énervement, vous voyez. Nous, on est contents. On a plus de chariots pour ranger nos affaires. On est mieux organisés nous-mêmes, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas peut-être envisagées. C'est les gens de l'ARAC qui ont mis en lumière les problématiques
et qui sont à l'origine de la prise de conscience. Chacun maintenant reste un peu plus à sa place, les gens s'entraident davantage, on a moins de charges, il y a moins de charges sur chaque personne. Et les gens de la préparation, aujourd'hui, sont plus actifs en termes de propositions. Un bon point pour nous, c'est qu'on a de plus en plus de clients. Je dirais qu'elles se sont revalorisées, ce qui est peut-être encore mieux. Savoir qu'on fait bien son métier et que c'est aussi grâce à ça, parce qu'on le fait bien, que la société va bien, c'est assez gratifiant et du coup ça donne envie quand même de revenir le lendemain matin. Ça va contribuer à clarifier notre travail. L'intervention de l'ARACT, c'est que ça cristallise à un moment donné des choses dont on se doutait, hein, ou qu'on percevait, ou peut-être qu'on percevait mal aussi, parce qu'on a aussi des idées préconçues sur des phénomènes. Ça permet de valider certaines choses et d'en invalider d'autres. Non, mais moi je trouve qu'il y a du positif pour la suite. Ma première réaction a été de mal le vivre. Je ne voyais pas le problème comme l'ARACT l'a défini en fin de compte. Dire qu'on a tout résolu et que c'est le paradis, ça serait illusoire. On a encore du chemin à faire. Mais il y a une vraie différence, je pense, dans l'équilibre général. C'est quand même plus agréable de trouver une solution et de résoudre un problème que de rester avec un problème en se disant on verra demain. Et le problème arrivera un jour et il sera nettement amplifié, sûrement.